Pour faire suite à la première vidéo qui te montre comment débuter avec le Nocta Legend 2 en 2 minutes, un appareil très simple à utiliser, cette nouvelle vidéo va te montrer toutes les fonctionnalités de cet appareil haut de gamme, les réglages avancés. Elle dure 40 minutes, alors accroche-toi parce qu'on aborde tous les détails. Avant d'aborder les réglages, on va se familiariser avec l'écran. Donc ici, vous avez 5 programmes dans le Legend 2. Vous avez les modes parc, les modes champ, le mode plage, le mode artefact et le mode recherche d'or natif. Vous voyez que sous chacun des programmes, vous avez des, c'est le programme par défaut. Et vous avez aussi des sous-programmes dans lesquels vous pouvez programmer votre appareil comme vous le souhaitez. Bon, tout ça, on va vous montrer comment ça fonctionne, mais nous, on va se contenter du programme par défaut qui est très bien. Les sous-programmes 1, 2 et 3 dans chaque mode peuvent un petit peu vous tromper et c'est vraiment à réserver aux utilisateurs avertis. En dessous, on a ce qu'on appelle la conductivité et plus précisément l'échelle de conductivité. Elle va de 1 à 99. Sur un objet très conducteur, comme une pièce, on va être à une conductivité élevée. Vous voyez, ici, on est à 80 et on a le petit curseur qui vient se placer en même temps ici. Sur une cible un peu moins conductrice, regardez, c'est un petit méro, c'est un jeton médiéval en plomb. Regardez, c'est un peu moins, 28. Donc vous voyez, on a 28 et le curseur vient se mettre là. Et puis sur le fer, là, on a un son grave. Et là, on est à 8, 9. Tout ce qui est en dessous de 10, c'est du fer. Donc voilà comment fonctionne la conductivité. Et elle s'affiche sur l'échelle et en valeur double ici. Et c'est comme ça sur tous les détecteurs de métaux. Maintenant, ça, vous avez deux petits bar graphes ici. Le premier à gauche, ça vous indique le niveau de puissance. Donc vous voyez, on est à une puissance très basse ici, à moins de la moitié, parce qu'on est à l'intérieur. Et pour pouvoir faire notre test, eh bien, on ne veut pas qu'il y ait d'interférence. Donc là, je passe ma monnaie, regardez. Et là, elle est tout proche du disque. Et je m'éloigne. Et là, vous voyez, plus elle est profonde, plus les barres vont se colorer. Bien sûr, ce n'est pas forcément la profondeur absolue. Ça dépend aussi de la taille de l'objet. Là, j'avais une grosse pièce. Et là, je vais essayer avec le petit objet. Donc là, je suis tout près. Et là, je m'éloigne un petit peu, là. Vous voyez, et donc là, ça se colore directement. Donc, cet indice de profondeur ici va vous dire si la cible est profonde ou pas, mais attention, n'oubliez pas que ça va dépendre également de la taille de cette dernière. Ensuite, on a ici M1. On a le choix entre M1, M2, M3 qui sont les modes multifréquences. Le Legend 2 est un appareil multifréquence, c'est la dernière technologie. On vous conseille d'utiliser ces modes-là. Vous verrez que tout à l'heure, on peut aussi retourner sur des fréquences simples allant de 5 à 40 kHz, mais nous, on ne vous le recommande pas. On va vous recommander d'aller vraiment toujours en multifréquence M1, M2, M3. Et là, en dessous, vous avez ce qu'on appelle le ferrocheck. Alors, le ferrocheck va vous indiquer la teneur de la cible en fer. À gauche, la teneur en fer. À droite, la teneur en cuivre, en matériaux non ferreux. Donc, on va reprendre avec notre Napoléon qui est vraiment... Il n'y a aucun pourcentage de fer, il n'y a pas de problème. Maintenant, on prend notre petit truc en plomb. Ah, pas de problème. Et là, maintenant, on va prendre notre objet en fer ici. 100% à ferreux, et vous entendez, on l'entend en grave. Et puis là, on va tester sur quelque chose de plus difficile, un gros ferreux. Ça, vous savez que ça sonne bien, alors on y va. Alors parfois, ça peut bien sonner, vous entendez, mais là, regardez, le ferrocheck va vous aider. Ferreux, non ferreux, ferreux, non ferreux. Alors, pourquoi un gros ferreux sonne en ferreux, non ferreux, en fait? C'est tout simple. Il ne faut pas voir la discrimination comme une ligne, mais plutôt comme quelque chose qui va à 360 degrés, c'est-à-dire que quelque chose de très conducteur, comme un gros objet en fer qu'on vient de vous montrer, il est tantôt en faible conductivité, puisque c'est un ferreux, et tantôt haute conductivité, puisqu'il est très gros. Et donc, ça se rejoint à un point, et c'est pour ça que sur un gros ferreux, l'appareil il est un peu trompé. Il va dire ferreux, non ferreux, et il va vous faire une identification qui va tantôt être très élevée, tantôt pas élevée. Vous avez vu 6,50, 6,50. Donc, quand vous avez une identification qui n'est pas stable, qui va tantôt dans le fer, tantôt dans le non ferreux, que l'identification elle est à la fois forte et faible, eh bien vous pouvez en déduire que c'est un objet ferreux et de préférence, il s'agirait d'un objet ferreux de grosse taille. Passons maintenant au bouton de contrôle. Donc ça, c'est le menu rapide. On appuie une première fois pour rentrer dedans et une deuxième fois pour en sortir. Il regroupe 6 fonctionnalités. C'est celle que vous allez utiliser le plus souvent. Donc une fois que vous êtes dedans, vous utilisez les touches gauche et droite pour naviguer et les touches haut et bas pour activer. Donc là, la sensibilité, vous voyez, elle est sur 10, sur un niveau qui va
jusqu'à 30. Mais plus vous allez augmenter la sensibilité, plus l'appareil va devenir instable. Vous voyez, donc nous, vu qu'on est en intérieur, on a baissé la sensibilité à 10 pour pouvoir faire ce test. Alors, je voulais vous montrer autre chose. Si vous restez appuyé sur le bouton ici, il y a un petit raccourci qui vous permet, ça va écrire 55, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tomberez dans ce menu-là, eh bien, ça tombera en premier sur la sensibilité, ce qui peut vous faire gagner du temps. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est le menu fréquence. C'est un des menus auxquels vous toucherez le plus souvent. Là, on a les menus multifréquences. M1, qui est le plus polyvalent, il envoie des fréquences sur toute la bande, des fréquences basses, moyennes et hautes. C'est celui qu'on va vous conseiller si vous débutez. Les ferreux sont bien enlevés, l'appareil est stable, c'est polyvalent. Le mode M2 est plus performant sur tout ce qui est petite cible et alliage. L'appareil, de manière générale, est un petit peu plus instable puisqu'il envoie des fréquences plus élevées, mais d'un autre côté, il est plus performant. Ça, c'est un mode à utiliser quand vous maîtriserez un peu plus l'appareil ou si le terrain est vraiment très propre, mais c'est le mode le plus performant. Ensuite, le mode M3. Le mode M3, c'est un mode qui est conçu si vos terrains sont gorgés d'eau humide et ça limite les faux signaux. Et après, vous pouvez bien entendu retourner à des fréquences simples, 4, 10, 15, 20, 40. Et bon, alors ça, c'est si vous êtes sur un type de recherche très spécifique ou si l'appareil est vraiment trop instable, vous pouvez choisir ces modes-là. Ça a très peu d'intérêt puisque l'appareil est multifréquence et qu'est-ce qui fait sa force? Eh bien, c'est justement de pouvoir faire rayonner dans le sol non pas une fréquence, mais plusieurs en même temps. Sachez aussi que si vous optez pour un mode monofréquence, eh bien, il y a beaucoup de réglages auxquels vous n'aurez plus accès. Donc, regardez, par exemple, ici, il y en a 2 qui ont disparu, alors que si je me remets en M3, on va se mettre en M1. Il y en a 2 qui sont là et qui reviennent. Donc là, on a les paramètres de discrimination. Chez Nocta, ils ont fait quelque chose de très simple. Ils vous ont préparé 4 modes de discrimination. Le mode A, c'est le mode tous métaux, c'est-à-dire que ici, tous les métaux sont détectés, y compris le fer. Donc regardez, on va prendre notre pièce. Bip, bip, bip. On va prendre notre petit objet en fer. On entend du grave, mais il est quand même détecté. D'accord? Deuxième mode, c'est le mode G. Donc le mode G, vous voyez, on enlève un tout petit peu de fer. Alors en gros, c'est comme un mode tous métaux, mais on va enlever un petit peu de minéralisation. Si vous êtes sur un endroit où vous ne voulez vraiment rien laisser passer, comme par exemple à la plage ou sur un champ qui vous a donné de très belles découvertes, mais qui n'étaient pas forcément très conductrices, on vous conseille de vous mettre en G. Donc en G, regardez, le fer sonne toujours en grave, un petit peu d'aigu et la bonne cible, elle est là. Le troisième mode, c'est le mode C custom, c'est-à-dire qu'on peut régler comme on veut la discrimination, qu'on appelle le notch, et ça, on va voir ça après. Nous, on ne vous conseille pas ce mode-là, ça ne sert pas à grand-chose. Et le dernier, le mode F, c'est le mode qui est réglé par défaut. Et là, vous allez voir que tous les ferreux sont enlevés. À partir de 20, d'accord, ce sont des ferreux. Au-dessus, ce sont des non-ferreux. Nous, on vous conseille d'utiliser tout le temps le mode F. Et si vous êtes en mode F, regardez, le ferreux, il sonne même pas. Ah, il va sonner, mais de manière vraiment, il coupe. Et par contre, le non-ferreux, pas de problème sur notre cible qui est beaucoup plus petite, ici. Donc, on va utiliser souvent le mode F. Passons à l'autre mode. Ici, c'est la réactivité. Si vous êtes à 1, votre appareil va être plus lent. Vous avez vu, je vais très vite, par contre, le bruit est beaucoup plus lent, c'est-à-dire que l'appareil va envoyer moins d'informations dans le sol, donc il va aller plus profond. On va augmenter la réactivité. Donc, d'origine, il est à 4 ou 5. Et qu'est-ce qui va se passer si on la met à fond? À fond, votre appareil va envoyer beaucoup plus de signaux dans le sol. Et là, regardez ce qui va se passer. Et l'appareil est beaucoup plus réactif, donc vous aurez plus d'informations sur la cible. Et dans un terrain qui est très pollué, eh bien, il faut une réactivité plus élevée. Attention, avec une réactivité plus élevée, vous allez moins profond. C'est pour ça que une variante, une moyenne à 5, ça suffit largement et c'est très bien. Attention, si vous utilisez des valeurs extrêmes de réactivité, que ce soit 1 ou 10,
eh bien, votre appareil risque d'être légèrement instable. Ainsi, ça peut vous arriver que vous venez de creuser un trou, et bien ce trou va être détecté. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on utilise. Et voilà, 5, c'est déjà pas mal. Mais après, si vous êtes un prospecteur expérimenté, vous pouvez jouer avec cette valeur. C'est assez commun. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le rejet des cibles complexes en aluminium. Le problème, c'est que les Américains, ils ont peu d'histoires métalliques et ils n'ont pas d'alliage complexe. Nous, en Europe, on a des alliages complexes. Donc, concrètement, ce qu'ils veulent faire, eux, c'est enlever les tirettes en aluminium et le zinc. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, s'ils font ça, ils vont perdre des petits bijoux en or. Bon, c'est pas grave, il n'y en a pas partout. Nous, si on fait ça en Europe, on va perdre beaucoup d'autres choses, tous les petits alliages antiques comme le billon ou l'électrum et les cibles toutes petites, peu conductrices. Donc nous, on ne vous conseille jamais d'utiliser ce mode qui permet d'enlever les capsules, sauf si vous êtes dans un parc. Voilà. Nous, on vous le déconseille, mais on va quand même vous montrer comment ça fonctionne. On va faire un test avec un morceau d'aluminium. Regardez. Pas de problème, il est détecté dans les 60. Et alors, faire attention parce que des cibles non conductrices, vous voyez, elles sont aussi entre 50 et 70. Donc, si vous enlevez l'aluminium, comme j'ai expliqué, vous avez une chance de perdre votre petit bijou en or ou certaines monnaies. Donc, il faut faire très attention. Donc, je vais vous montrer maintenant à quoi peut servir cette fonctionnalité pour enlever mieux l'aluminium. Donc là, vous avez vu, j'ai appuyé sur le menu rapide. Alors, normalement, quand vous appuyez sur le menu rapide, on tombe directement sur la dernière fonctionnalité sur laquelle on était. À savoir, ici, j'aurais dû retomber sur le rejet des tirettes. Sauf que tout à l'heure, si vous vous souvenez, au démarrage, je suis resté appuyé longtemps sur cette touche pour que, spécifiquement, à chaque fois que je clique sur ce bouton d'accès rapide, je tombe sur la sensibilité. Parce que la sensibilité, c'est ce que vous allez, sur le terrain, utiliser le plus. Vous voulez la baisser ou l'augmenter en fonction des faux signaux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais désactiver ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, L5. C'est-à-dire que là, typiquement, regardez, je vais retourner ici, je quitte. Et là, quand je vais retourner sur le menu, en cliquant ici, je ne retombe pas sur le menu sensibilité, mais directement sur le dernier sur lequel j'étais. Donc, si vous avez bien compris, en restant appuyé longtemps là-dessus quand vous êtes sur la sensibilité, vous pouvez lui dire non, je veux à chaque fois retomber sur la sensibilité. Ou alors, vous appuyez longtemps et là, ça va écrire L5 au lieu de 55 et vous retombez sur le dernier menu utilisé. C'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien avoir la sensibilité tout le temps accessible. Donc là, regardez ce qu'on va faire. Donc, je vais augmenter. Vous avez vu, on avait bien l'aluminium et là, je ressors. Et là, regardez mon morceau d'aluminium quand je vais passer. Ça sonne beaucoup moins bien. Ça coupe même. Donc là, on va enlever un petit peu plus l'aluminium. Donc vous allez vous dire, oui, c'est génial, parce que là, regardez, on attrape toujours l'aluminium, il est toujours là, mais on lui dit, vas-y, fais-le sonner un petit peu moins bien. Le problème, c'est, regardez ma bague en or. C'est pareil, elle va sonner un petit peu moins bien. Donc c'est vraiment une fonction, celle-ci, là, à utiliser avec parcimonie. Passons à un réglage qui s'appelle le filtre ferreux. C'est l'équivalent chez Minelab de la fonction Iron Bias. Donc, il est réglé d'origine sur le programme entre 1 et 3. Qu'est-ce que ça signifie tout simplement? C'est que, quand vous êtes à 1, l'appareil va moins bien éliminer certains types de ferreux complexes. Ou tout simplement, si vous avez du fer à côté d'une cible non ferreuse, là, vous allez mieux la voir. Donc, un ferreux complexe, c'est un objet qui pose des problèmes à votre détecteur. Ça peut être une capsule de bière qui est à la fois en fer mais avec une petite couche de galva qui va faire que l'appareil va hésiter. Il va dire c'est tantôt un ferreux mais je vois un petit peu d'alu dessus. Voilà, ça peut être aussi un bel objet qui est en bronze en cuivre avec une partie en fer. Il ne sait pas vraiment ce que c'est. Ou tout simplement un anneau en fer. Tout ça, ce sont des configurations qui peuvent poser problème à l'appareil. Donc, si vous êtes à 1, vous avez plein d'objets en fer et à côté une monnaie ou alors un objet complexe, parce que vous avez bien compris que si votre monnaie est à côté d'un objet en fer, c'est comme si c'était le même objet pour le détecteur. Et bien, si vous mettez à 1, vous allez mieux détecter la pièce. D'accord? Le problème, c'est que certains objets seront détectés comme non ferreux alors qu'ils le sont. C'est le cas des capsules. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on augmente cette valeur? Donc, les valeurs médianes, c'est à peu près 3, 4. Mais si on le met à 9, par exemple, et bien là, ça va être le contraire. Un ferreux complexe va être identifié comme ferreux.
Donc prenez l'exemple eh bien, de votre bel objet en bronze avec, par exemple, on peut prendre un manche en bronze avec une lame en fer. Et bien là, il va se dire, ok, bah, si tu vois un petit peu de fer avec autre chose, considère que c'est un objet en fer. À la plage, on peut imaginer une capsule. Et bien tout simplement, vous lui dites, ok, c'est du fer, t'entends un petit peu de quelque chose de non ferreux dessus, qui est la couche galva, et bien avec un niveau élevé, tu vas considérer que c'est un ferreux. Mais le problème, c'est que si on a une cible non ferreuse à côté d'objets en fer, de clous par exemple, eh bien on dit au détecteur A9, eh bien considère que cette pièce, c'est aussi un ferreux. C'est donc une fonctionnalité à utiliser avec parcimonie. Si on se met dans le mode artefact, relique, qui est beaucoup plus performant, vous voyez que ce réglage disparaît parce que dans ce mode-là, c'est spécifique. Ça vous permet d'aller beaucoup plus profond, donc il y a des fonctionnalités qui s'en vont. Le filtre ferreux, c'est quelque chose qui est propre au mode multifréquence. Si vous repassez en mode une fréquence, la fonction disparaît également. Si vous vous trouvez en mode plage ici, on a une fonctionnalité qui apparaît en plus, c'est le stabilisateur du mode plage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes à 1, votre détecteur va avoir des performances exceptionnelles, c'est-à-dire qu'il va aller très très profond, mais il va être instable. Pourquoi? Parce que, eh bien, à la plage sur sable mouillé ou sur sable noir, c'est comme si vous aviez beaucoup de microparticules de fer, c'est la minéralisation, qui vont interférer avec votre appareil. Donc, si vous allumez votre détecteur Légende 2 à la plage et vous entendez mettez-vous en mode plage et augmentez cette valeur. À mesure que vous augmenterez cette valeur, votre détecteur va se stabiliser. Là, on l'a mis à fond, on est à 5, donc votre détecteur est très stable. Par contre, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on fermait une porte, c'est comme encore une espèce de filtre. Donc à 5, votre appareil sera très stable, vous vous souvenez du principe de la balance, c'est-à-dire que plus vous allez augmenter la puissance, moins votre appareil sera précis ou stable. Et plus vous allez le stabiliser, plus la détection sera agréable avec moins de faux signaux, mais moins vous aurez de performance. Voilà, c'est la même chose. À 5, votre appareil est très stable, mais vous perdez en profondeur, c'est-à-dire que les cibles profondes, vous les détecterez moins distinctement. Donc, encore une fois, c'est à vous de voir. Si vous avez beaucoup de faux signaux sur la plage où vous vous trouvez, n'hésitez pas à augmenter cette valeur. Passons maintenant au menu où il y a tous les réglages. Celui-ci, donc, ça c'est très très simple. C'est le volume général de 1 à 10. Et donc, on est là. Alors, je voulais vous montrer autre chose aussi sur le menu. Vous allez voir, hop, pour sortir du menu, c'est ici. Pour entrer dans un menu, c'est comme ici, vous entrez, vous sortez en appuyant une fois ou 2 fois. Imaginez, vous êtes en train de détecter et vous avez entendu quelque chose, vous n'êtes pas sûr, vous avez votre casque sur les oreilles, vous pouvez appuyer quelques secondes là, et là, regardez ce qui va se passer. Tout de suite, là, l'appareil, vous l'avez mis en muet. C'est-à-dire qu'on a toujours les identifications de cible, mais d'un coup, le son se coupe. Et pour bien sûr remettre le son, vous appuyez ici. Ça, c'est très pratique parce que c'est quelque chose que les utilisateurs faisaient remonter au fabricant. C'est-à-dire qu'ils voulaient pouvoir appuyer sur un bouton et tout de suite couper le son. Donc Nocta l'a mis en place. Deuxième réglage, c'est le décalage de fréquence. Avec un appareil multifréquence, vous avez la possibilité d'éliminer les interférences électromagnétiques dues par exemple à une clôture électrique, à des lignes haute tension ou tout simplement à un autre détecteur qui se trouvera à proximité. Donc vous pouvez le faire manuellement en allant dans ce menu-là. Vous voyez, vous réglez. Mais bon, après, votre collègue est réglé sur 3, vous pouvez vous mettre sur 2 ou sur 1, voilà. Mais il y a beaucoup plus simple à faire. Vous pouvez le faire automatiquement. C'est ce qu'on appelle aussi la réduction du bruit ou noise cancel. Quand vous êtes dessus, vous appuyez là-dessus. Là, il scanne toutes les fréquences. Il regarde là où il va être gêné. Et il va tout simplement se positionner sur une fréquence qui ne posera pas de problème. Ici, la 19. Troisième réglage que la marque appelle le suppresseur de sol. Alors nous, on n'aime pas trop ça. On va plutôt appeler ça le stabilisateur. C'est un réglage qu'on trouve sur la Manticore et sur les détecteurs très haut de gamme. Alors à quoi il sert? Parfois, vous vous baladez et sur un terrain, vous avez des faux signaux, vous ne comprenez pas pourquoi, alors que votre sensibilité n'est pas forcément réglée à fond, que vous avez déjà mis un petit coup de suppresseur déferreux dans le réglage rapide, comme on a vu, vous avez toujours des faux signaux. Avant de baisser davantage la sensibilité et de perdre en puissance, ce que vous pouvez faire, c'est de tenter d'augmenter le stabilisateur. Et en jouant avec ceci et la sensibilité, vous allez pouvoir atteindre une détection
confortable sans faux signaux. Si jamais vous n'avez pas de faux signaux, comme sur la plupart des terrains, vous n'y touchez pas, vous laissez à 0. Mais si vous rencontrez quelques faux signaux, commencez par identifier la cause de ces faux signaux. C'est peut-être l'humidité, donc à ce moment-là, vous mettez en M3. C'est peut-être aussi la présence de beaucoup de ferreux. Donc là, vous utilisez un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, regardez, c'était cette chose-là. Hop, vous pouvez augmenter ça. Et si jamais ça ne fonctionne toujours pas, vous augmentez le stabilisateur. Et là, votre détection sera beaucoup plus confortable. Comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est la balance. Si vous augmentez le stabilisateur, le confort audio est beaucoup plus important. Le problème, c'est que vous perdez un petit peu en performance. Donc, sur un terrain très pollué, si vous voulez un certain confort, il faudra quand même augmenter cette valeur. Sur un terrain peu pollué, au contraire, à la plage, ça, on va le laisser à 0. Autre réglage, ça concerne les cibles profondes. Vous voyez, là, on a un petit champ magnétique et au fond, on a une pièce. Alors, pour les cibles en limite de détection, il est possible que ces dernières soient identifiées en ferreux. Ça, vous l'avez peut-être déjà remarqué, une cible qui sonne mal, et puis vous commencez à creuser, là, elle commence à bien sonner. Avec ce réglage-là, vous avez possibilité de dire à l'appareil, on veut que tu identifies mieux les cibles en profondeur. Donc là, à 1, c'est le réglage de base, donc votre appareil fait une détection normale, c'est-à-dire qu'une cible qui est en limite de détection, si c'est un non ferreux, il va peut-être avoir tendance à l'identifier en ferreux. Donc là, encore une fois, c'est sur un terrain où vous avez trouvé des belles choses, vous voulez être sûr de rien manquer, donc là, vous allez augmenter la valeur. Donc là, vous allez augmenter la valeur. Donc on se met à 3. À 3, votre appareil, si une cible est en limite de détection et qu'elle est ferreuse, il va avoir tendance à l'identifier en non ferreux. Donc vous dites à l'appareil, je veux vraiment que tu identifies mieux. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on ne met pas cette valeur dès le début? Parce que si vous mettez cette valeur à 3, l'instabilité du détecteur va augmenter puisque vous demandez à l'appareil plus d'informations. Donc, il envoie plus de signaux et donc, il va taper aussi à côté sur la cible, mais aussi peut-être sur de la minéralisation. Donc, il va vous envoyer plus de faux signaux. Vous lui demandez de tendre un petit peu plus l'oreille. Donc, si vous êtes un prospecteur avancé ou si vous êtes sur un terrain propre, vous pouvez jouer avec cette valeur. Sinon, vous ne vous embêtez pas, vous la laissez à 1. Passons maintenant à la fonctionnalité Notch, qui est une discrimination par segment. Alors, vous avez vu que Nocta propose 4 modes, on en a parlé tout à l'heure. Ça va correspondre à 99,9% des utilisations. Mais on peut imaginer que vous êtes sur un rallye et vous voulez juste trouver les petits jetons en plomb. Donc, le but du jeu, ce serait de trouver que les jetons en plomb et d'enlever le reste. On peut imaginer aussi que vous êtes sur un terrain qui est farci de tirettes en aluminium. Vous devez enlever toutes les tirettes en aluminium. Donc, le but du jeu, on va regarder comment ça peut fonctionner. Encore une fois, on vous déconseille d'utiliser un notch, mais on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc, elle est là. On a 2 modes. Soit le mode automatique. Donc là, vous voyez, 57, 9, 63. Donc, on va demander, élimine ça, élimine ça. Et à mesure que j'appuie, vous voyez, il enlève des segments, tout simplement. Et là, vous allez voir, plus j'aurai enlevé de segments, moins il va sonner au bout d'un moment. Vous voyez, ça coupe de plus en plus que j'enlève des segments. Ça, c'est le mode automatique. Mais on a bien entendu un mode manuel qui, je trouve, est beaucoup plus intéressant. Donc, regardez, là, je vais faire monter un petit curseur ici. Vous allez le voir, il monte. Quand j'appuie sur la touche plus en haut, il monte. Si j'appuie vers le bas, il descend. Donc, le but du jeu, ça va être de faire monter le curseur ici et d'enlever ce qui manque. Parce que vous voyez, notre cible là, notre morceau d'alu, c'est vraiment de la saleté, il est corrodé, il est plié. Donc, il a plusieurs identifications, il est instable. Donc, le but du jeu, ça va être d'enlever manuellement ce qui reste. Donc là, vous voyez, il reste un trait. J'appuie là, il est enlevé. Hop, excusez-moi, je me suis trompé. Donc là, il reste un trait ici. Donc, il reste un autre trait ici. Là aussi, on va l'enlever. Et là, en fait, on a enlevé toutes les signatures possibles de notre objet. Regardez. Typiquement, maintenant, il ne sonne plus. Puisqu'à chaque fois que l'identification va se trouver là où il n'y a plus de segments, de notch, l'appareil va le rejeter. Maintenant, on va regarder une cible qui est beaucoup plus conductrice, qui va être donc au-delà. Elle était à 80 tout à l'heure. Elle est détectée.
Donc, vous avez compris comment tout cela fonctionne. Bon, nous, on vous le déconseille, vous l'avez compris, je le répète toujours, mais regardez, on va maintenant remettre les segments. Donc, je descends, on répare ce qu'on a cassé. Donc, je remets tout ce que j'ai cassé. Donc, voilà comment fonctionne un notch. C'est voilà, une fonctionnalité qu'on n'utilisera pas trop en France, mais les Américains en raffolent. Prochaine icône, eh bien, c'est le rétroéclairage. Votre appareil a vraiment une belle batterie, une autonomie qui lui permet de durer jusqu'à 25 heures. Sauf que si vous n'utilisez pas de casque et si vous laissez le rétroéclairage constamment sur on, eh bien, votre batterie, elle durera moins de 8 heures. Donc, le but du jeu, ça va être de moduler un petit peu tout ça. Donc là, on a plusieurs réglages. À 0, il n'y a pas de rétroéclairage. À 1, il est très très faible. Plus vous allez augmenter, plus il va être lumineux. Là, vu qu'on fait un test de réglage, on le met à fond. Mais là, il va tout le temps rester lumineux. Donc, votre batterie, elle va descendre très très vite. Le niveau de batterie est ici, vous l'avez vu. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a aussi des modes automatiques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mode automatique avec une faible luminosité, luminosité plus importante et luminosité à fond. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai mise. Et là, ça va rester là. Donc, oui, il ne se passe rien. Par contre, dès que je vais appuyer quelque part sur le menu ou une touche, l'écran va se rétroéclairer. Nous, c'est ce qu'on va vous conseiller d'utiliser. C'est ce réglage-là. Bon, bien sûr, ça, c'est si vous êtes le soir à la plage, vous pouvez vous mettre en A5. Par contre, si vous êtes en pleine journée, tout simplement, vous n'avez pas besoin du rétroéclairage. Vous vous mettez sur 0 et là, votre batterie va durer très longtemps. Prochain réglage, c'est la vibration. Donc, sur 0, elle n'est pas activée. Et sur 1, elle est activée. Donc, je vais sortir, je vais vous montrer en quoi ça consiste. Votre pièce, elle est là. Et là, il vibre. Donc, à quoi sert la poignée vibrante? Nocta a été le premier fabricant à l'inventer. La poignée vibrante va être très utile si vous avez des problèmes auditifs. Si vous voulez rester discret, par exemple, vous avez mis votre appareil en muet, d'accord? Là, ça va vous faire une vibration. Donc là, c'est absolument génial. Ou plus simplement, en plongée. C'est-à-dire qu'en plongée, vous ne voulez pas vous embêter avec un casque audio, eh bien, vous pouvez travailler également à la vibration, seul ou alors en complément du casque audio étanche. Donc la vibration, c'est vraiment quelque chose de très intéressant comme réglage. À l'arrière de l'écran, on a une LED. Là, elle est allumée. Là, elle est éteinte. Allumée, éteinte. Passons maintenant au réglage du casque. Donc, en fonction du casque que vous allez adapter sur votre Legend 2, vous avez des petits icônes qui vont apparaître. Alors, nous, on va utiliser un casque Bluetooth. Sur le Legend 2, vous pouvez utiliser un casque Bluetooth que vous trouvez dans le commerce ou le casque Bluetooth Nocta. Le casque Bluetooth Nocta est à faible latence, c'est-à-dire que vous n'avez pas de décalage dans le son. Donc, c'est vraiment un casque à faible latence qu'on vous conseille d'utiliser. D'ailleurs, si vous utilisez un casque Bluetooth normal, vous allez avoir ce petit logo. Si vous utilisez un casque à faible latence, vous allez avoir le logo LL, Low Latency, qui va apparaître. Le deuxième, vous voyez ici, c'est pour le casque à conduction osseuse filaire. Le troisième, là, ici, c'est le menu du haut-parleur. C'est tout simplement le son va sortir par défaut dans le haut-parleur. Vous avez également deux autres possibilités. Si vous ajoutez un casque filaire, vous allez avoir une autre option, un petit casque qui va apparaître ici. Et donc, il faut un adaptateur. Vous pouvez utiliser un casque filaire. Certaines personnes préfèrent utiliser des casques filaires que sans fil. Il existe par exemple des casques dédiés à la détection de métaux de la marque Detector Pro, les Grey Ghost, qui offrent une restitution sonore exceptionnelle. Et on peut utiliser ce genre de casque, par exemple, sur le Legend 2, à condition d'utiliser un adaptateur. Enfin, on a une cinquième option. Là, on ne l'a pas validée. Si vous branchez un casque sans fil, vous pouvez en même temps avoir le son dans le casque sans fil et dans le haut-parleur. Ça peut être très intéressant si quelqu'un vous forme à l'utilisation du détecteur. C'est-à-dire que vous vous détectez et votre collègue, lui, il est à côté et il vous dit « non, tu creuses là-dessus, non, tu creuses pas ». C'est aussi très intéressant pour les youtubeurs qui veulent tout simplement écouter les sons. Ils parlent et en même temps, eh bien, vous les entendrez dans le haut-parleur. Parce que le concept, c'est que quand vous branchez un casque à un détecteur de métal, qu'il soit sans fil ou filaire, cela désactive le son du haut-parleur. Et bien là, avec cette option, vous pouvez maintenir le son dans le casque sans fil et en même temps qu'il soit audible dans le haut-parleur pour ceux qui regardent vos vidéos ou qui utilisent le détecteur de métaux. Et pour finir, là, vous voyez, on voit qu'ils n'avaient pas assez de place. On a une deuxième rangée. Ce sont les réglages audio avancés.
Donc là, on aura l'occasion d'y retourner et on va vous les présenter très rapidement pour le moment. Alors le premier réglage, c'est le nombre de tons. Alors on peut mettre un ton, 2 tons. Il est réglé d'origine sur 2 tons. 3 tons, 4 tons, 6 tons, 99 tons qu'on appelle le full tone, c'est-à-dire qu'à chaque identification de l'échelle, vous allez avoir un ton. Et le mode P, c'est un mode pitch en fait, c'est ce qu'on appelle la hauteur de ton. C'est-à-dire que plus votre cible va être profonde, plus le son va être faible. Ça vous permet de restituer l'impression de profondeur. Regardez, par exemple là, notre pièce, elle va être loin. Petit bruit, plus on se rapproche. Les prospecteurs de plage ou bien les prospecteurs qui recherchent les petites pépites d'or, ils adorent le mode pitch. Voilà. Après, sur des sites très pollués, il y en a qui adorent le mode full tone, le 99 tons. Ça, il y a vraiment très peu de détecteurs qui permettent d'avoir un vrai mode full tone. On peut citer la Manticore par exemple. Là, par exemple, sur un 2J2, on n'a que 50 tons, là, il y en a 99. Donc voilà. Nous, on va vous conseiller dès le début de laisser par défaut sur 2 ou 3 tons. Là, en fait, pour chaque tonalité, vous pouvez définir le volume de cette tonalité. Vous voyez, ça, c'est sur le grave, ici. On va vraiment pas jouer à ça. Par exemple, le grave, vous avez entendu, c'est pour les ferreux. Donc, sur un terrain très pollué, on veut peut-être les entendre, mais peut-être pas à fond. Donc là, on va baisser un petit peu le volume, en fait. Donc là, vous voyez, je passe à la deuxième zone, les faibles conductivités, et la troisième zone, les hautes conductivités, c'est-à-dire le son aigu. Mais ce qui se passe, c'est que si vous avez réglé, regardez ici, je me suis mis sur 3 tons, mais je vais mettre par exemple 6 tons. Hop, là je vais passer sur les zones, là c'est plus hop, 2 zones, 3 zones, 4 zones, 5 zones. Comme on a 6 tons, on a 6 zones à définir le volume. Donc voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut sur cet appareil, définir le volume pour chaque tonalité, le grave, le médium, l'aigu, le très aigu, le très grave. Là, on a un réglage très avancé, c'est la tonalité de son. Si on veut par exemple que les graves sonnent moins graves, on peut le faire. Regardez, là on est sur le grave. Là, normalement, le grave est très grave. Mais on peut s'amuser à ce que le grave soit moins grave. Bon, quel intérêt? Tout simplement, on a des personnes qui ont des problèmes auditifs et qui vont moins bien entendre les aigus, moins bien entendre les graves. Eh bien, on peut moduler la fréquence de son avec ça. Et donc, c'est pareil. Là, c'était sur le son 2, donc le médium. On peut le rendre plus aigu ou pas. Donc, c'est vraiment vous régler comme vous le souhaitez. Donc, le prochain réglage, on ne va vraiment pas y toucher, c'est la rupture de tonalité, ce qu'on appelle le tone break. Vous voyez, c'est à partir de quelle limite eh bien, on va passer d'un ton aigu à un ton médium. Voilà, donc ça, on ne touche pas, il est bien réglé d'origine. Là, on arrive à ce qu'on appelle les seuils sonores. Écoutez. Vous entendez ce léger bourdonnement? Eh bien, ça vous permet parfois d'aller chercher une cible qui est en limite de détection. C'est-à-dire que, regardez par exemple, notre toute petite cible en plomb. Pas de problème, elle est détectée parce que je suis tout près. Mais je vais m'éloigner. Là, je ne la détecte plus, vous entendez? Elle n'y est plus. Et vous entendez? Le bourdonnement qu'on appelle le seuil sonore, il va se couper. Vous n'avez pas le bip, mais le bourdonnement se coupe. Ça vous indique qu'il y a une cible. Donc ça, c'est particulièrement utile quand vous êtes sur des terrains très propres, comme la plage ou dans le désert en Australie ou en Afrique, en train de chercher de la petite pépite d'or. Dès que vous allez avoir une rupture du seuil sonore, ça vous indique qu'il y a une cible métallique qui n'est pas forcément détectée par un bip. Donc là, c'est un réglage, on va dire, qui est vraiment dédié aux prospecteurs très expérimentés ou à des conditions très spécifiques comme la recherche aurifère ou à la plage. On peut bien entendu régler la tonalité de ce seuil. Donc écoutez, là, il est en médium. Il peut être plus aigu ou plus grave. Donc ça dépend vraiment aussi des conditions auditives et des préférences de l'utilisateur. S'il n'a pas de problème auditif, il règle comme il veut. Et puis s'il n'entend pas bien les aigus, il va plutôt le régler en grave. Voilà. Donc ça, on a un niveau de technicité dans le réglage des sons qui est vraiment assez incroyable. Passons maintenant au boost audio, qui est ici, juste après le seuil sonore. Alors, le boost audio est à ne pas confondre avec le réglage de cible profonde. Le réglage de cible profonde qu'on a vu tout à l'heure permet à l'appareil de dire on veut que tu ailles mieux identifier une cible profonde.
Là, c'est tout simplement un boost audio. Ça n'influe pas sur la profondeur. C'est tout simplement la restitution audio d'une cible, on va dire avec un faible volume, qui va être augmentée. Tout simplement, vous avez une cible qui est en limite de détection, eh bien, elle va sonner plus fort. Donc, regardez, je vous montre à 1. On n'a pas de boost audio. En limite de détection, vous voyez, le son est très très faible. Maintenant, on va l'augmenter, on va passer à 6. Et là, écoutez. Là, par contre, en limite, c'est beaucoup plus fort. Donc, en gros, une cible qui est profonde, elle va sonner plus fort à 6. Donc, dans le mode plage, par exemple, on a parfois des monnaies, des bijoux qui sont en limite de détection en profondeur. Pour être sûr de bien les entendre, eh bien, le programme, par défaut, va avoir un niveau à 5. D'accord ? Pareil pour, si vous recherchez des petites pépites d'or, ça va être généralement un niveau très élevé. Maintenant, si vous faites une recherche de tous les jours, les programmes normaux ici, eh bien, on va être à 1. Vous appréciez d'avoir une tonalité qui varie en fonction de la profondeur. On vous rappelle que vous avez le mode ici, P, on l'a vu tout à l'heure, qui, le mode pitch, va faire varier le son en fonction de la profondeur. Le problème, c'est que ce n'est qu'un ton. Le mode pitch là, vous pouvez le faire en plusieurs tons, c'est-à-dire vous pouvez continuer à entendre les ferreux en grave et les cibles aiguës en limite de détection beaucoup plus fortes, ce qu'on ne peut pas faire dans le mode pitch. Réglage suivant, on peut régler l'heure. Et enfin, le dernier, c'est le mode ferro-check. Alors, le mode ferro-check, c'est ce que vous avez ici. Retournons à l'entrée. Donc, c'est ce que je vous montrais là. Non ferreux, ferreux. Ah, je vais vous repasser le gros ferreux devant. Voilà. Bon, on a la possibilité de transformer le ferro-check en niveau de minéralisation. C'est-à-dire que vous voulez savoir si votre terrain est très minéralisé ou pas. Pas de problème. Là, on y va, on est sur 0. En 1, c'est ferro-check. 0, on va non plus afficher, comme dans 1, la teneur en cuivre et en fer d'un objet, mais on va afficher la minéralisation. Donc regardez, là, quand je passe mon objet, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus rien qui apparaît. C'est tout simplement, il va analyser par contre en temps réel si le sol est très minéralisé ou pas. Donc si je passe un ferreux dessus, vous voyez, c'est comme si c'était un sol minéralisé, mais à l'extrême, puisqu'on passe un gros ferreux, vous voyez, hop. Là, ça vous donne la minéralisation du sol. En fait, ça peut être assez intéressant si vous êtes à la plage ou si vous cherchez de l'or natif. Voilà, ça peut aussi vous indiquer un endroit où il y a eu de la vie, puisqu'à un endroit où il n'y a pas du tout de son, mais à un moment où on voit qu'il y a de la minéralisation, ça veut dire qu'il y a eu peut-être un feu, des gens qui sont passés ou que la terre a été retournée. Pour finir, on va vous montrer comment remettre à zéro l'appareil. Donc, ce que vous faites, donc vous l'éteignez ici. Et là, vu qu'on a touché à tous les réglages, on veut le remettre dans les paramètres d'usine. Vous restez appuyé. FD veut dire Factory Default, rejet d'usine. LD, légende. Il va s'allumer. Vous attendez encore un tout petit peu. Et là, il va s'allumer. Et donc, tous les réglages auxquels on a touché maintenant, ils ont disparu, tout envoyé. Et ça y est, vous voyez, il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus rien. Il est remis au niveau. Et là, il est légèrement instable, simplement parce que la puissance est revenue à son niveau maximum. Voilà pour les réglages du Légende 2.